Merci d'être là. C'est la dernière séance, pas toujours évident, donc merci. Bienvenue à cette table ronde intitulée Wikipédia et la littérature québécoise, les possibles, les défis et les enjeux. On va couvrir les trois. Je vous le dis tout de suite, il y a beaucoup de défis. Tout le monde, ou à peu près, connaît Wikipédia. On pourrait même dire qu'on le consulte quotidiennement. Peut-être des fois, on est gêné de le dire. Il y a toutes sortes d'idées préconçues liées à Wikipédia. Pourtant, c'est un site extrêmement utile. On montre nos couleurs. Nous, on croit beaucoup à ce projet d'encyclopédie à but non lucratif dédié à la connaissance, qui fait partie du top 10 des sites les plus fréquentés dans le monde. Alors, c'est sûr que c'est un oiseau rare. Hein? C'est rare sur le web, un site qui n'a rien à vendre et qui fait vraiment partie d'un idéal. Et c'est aussi Wikipédia et même surtout, je vous dirais, en ce qui concerne notre table ronde d'aujourd'hui, un vecteur important, si ce n'est essentiel, de découvrabilité pour les artistes et leurs œuvres, incluant les écrivaines et les écrivains. Évidemment, il y a toutes sortes de choses qui viennent avec ça. On va l'aborder. Ce n'est pas un site promotionnel. C'est une encyclopédie libre. Alors, Wikipédia, qu'on connaît bien, et plus largement les plateformes Wikimédia, ça représente quand même un moyen efficace pour les créatrices et créateurs d'apparaître dans les résultats d'un moteur de recherche web. On va couvrir ça aussi. Alors, la question à 1000 $ à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui: où se situe la littérature québécoise dans l'univers Wiki, alors que ces plateformes en français contiennent beaucoup d'articles, notamment provenant de la France, et très peu en comparaison du Québec. Comment on peut faire rayonner davantage la littérature québécoise dans ce projet encyclopédique collaboratif? Alors, on va commencer avec des brèves présentations d'environ 5 minutes de chacune de la part de nos panélistes, puis on va enchaîner avec la discussion et à la toute fin, il y aura bien sûr une petite séance de questions. Alors, gardez-le en tête si vous avez des questions, de les noter pour vous. Mais d'abord, je vous présente nos panélistes. Alors, Catherine Bernier, administratrice du CA de Wikimédia Canada et bibliothécaire coordonnatrice à la Bibliothèque nationale de Bibliothèques et Archives nationales du Québec, BANQ. Bonjour. Christian Roy, ici, fondateur et consultant chez A10S. Bonjour. Allô. Jérémy Boucher, au bout, qui est chercheur et vulgarisateur scientifique. Bonjour. Salut. Et Frédéric Dubé, wikimédienne en résidence chez Rhizome. Bonjour. Alors, Christian, d'abord, la parole est à vous. Merci. Je pense que je vais me placer ici. Est-ce que tout le monde voit bien si je me mets ici? Parce que sinon, si je ne vois pas mes diapos, je ne serai pas capable de vous parler. Donc, je vais vous parler rapidement de quelque chose d'un peu drôle. En fait, c'est drôle de commencer une discussion sur Wikipédia avec un moteur de recherche, Google en l'occurrence. Mais il y a une raison pour ça. En fait, on veut contextualiser un peu ce qu'on va discuter aujourd'hui. Puis, il faut comprendre que pour 90% des internautes, l'écran que vous voyez là, c'est une porte d'entrée du web utilisée très fréquemment, en fait au moins une fois par semaine. Et cette porte d'entrée-là du web nous permet d'apprendre plein de choses sur la littérature québécoise. Évidemment, si je cherche le nom d'un livre, Google va m'afficher des liens menant vers des sites qui vont me donner de l'information au sujet de ce livre-là. Mais de plus en plus, depuis quelques mois, depuis quelques années, ça s'accélère beaucoup. Google va aussi me faire des suggestions. Si je lui fais une requête du type roman québécois, il ne va pas seulement m'afficher des liens vers des sites qui parlent de romans québécois, mais il va m'en afficher. Il va me mettre des pages couverture avec des titres, ainsi de suite. Si je lui pose des questions plus précises, comme qui a écrit tel ou tel livre, il est capable de me donner la réponse. Il ne m'envoie pas vers un site qui me donne la réponse, il me la donne. Même chose si je veux savoir en quelle année a été publié Coucoume, par exemple. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Google se transforme d'une approche de liste de liens, de plus en plus vers un nouveau type d'expérience, une expérience un peu magazine, c'est peut-être tiré par les cheveux, où à travers plein de résultats enrichis, il va me donner de l'information. Google se transforme d'un moteur de recherche en moteur de réponse. Et cette transformation-là, elle est
intimement lié à ce qui existe dans l'écosystème de Wikipédia, Wikimedia et les autres projets connexes. On sait que c'est déjà le cas pour les assistants intelligents. Wired l'a bien documenté en 2019 en expliquant que Wikidata, dont on parlera peut-être plus tard, c'est la source d'informations privilégiée par Siri, Alexa, Google Home et ses assistants vocaux-là. Mais c'est aussi vrai pour les moteurs de recherche. La fondation Wikimedia a annoncé en juin que le premier client de son nouveau produit qui s'appelle Wikimedia Enterprise, qu'on disait Wikipédia n'a rien à vendre, ils ont une chose à vendre, c'est ça. Et le premier client, par hasard, c'est Google. Et tout ça, c'est parce que Google essaie de bâtir un grand graphe de connaissances. Pour se transformer en moteur de réponse, pour pouvoir faire de la recommandation, pour pouvoir donner de l'information, il faut qu'il acquiert d'autres choses que simplement des liens, des documents, mais de la connaissance. Et sa connaissance, il la tire de plein d'endroits, mais notamment de Wikipédia, de Wikidata et d'autres bases de données du genre. Ce qui fait que tout ça, ça soulève des questions. Ah, mon emoji question n'est pas apparu. Donc, il y avait un petit bonhomme qui se questionnait, sachez-le. Et il y a une partie des réponses à ça que je veux partager avec vous. C'est tiré de l'état des lieux du référencement web du livre, qui est un projet que j'ai mené avec la coopérative des librairies indépendantes du Québec, dans le cadre d'un autre projet plus grand associé à la découvrabilité du livre. Il y a un lien en bas, tami.ca, si vous voulez aller voir ça. Puis il y a une vidéo qui présente le projet de façon plus détaillée. Mais dans cet état des lieux du référencement web, on a fait une démarche quantitative assez exhaustive là, sur plusieurs mois. On a répété l'expérience de faire 400 requêtes différentes associées à la littérature québécoise, donc des noms d'auteurs, des titres de livres, des thématiques, ainsi de suite. Et on a analysé ces résultats-là, tous les liens organiques, on les a compilés et on est arrivé à la conclusion, notamment, que Wikipédia, dans les liens organiques, est la troisième source la plus fréquemment présente dans des résultats à travers les grandes bannières de librairies, donc les libraires.ca, Renaud-Bré et ainsi de suite. De la même façon, on a tenté d'analyser tous les résultats enrichis, le volet moteur de réponse. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de variétés dans la façon dont les enrichissements sont présentés dans Google. On a même considéré la publicité comme une forme d'enrichissement, même si c'est payant, ce n'est pas associé nécessairement à des données. Mais malgré tout, encore une fois, Wikipédia arrive comme la troisième source la plus fréquemment citée par Google comme source d'enrichissement. Puis je vous dirais que c'est peut-être la première réelle parce que les deux premières places, c'est Amazon qui occupe l'espace publicitaire. Donc, ce n'est pas vraiment d'enrichissement. Et YouTube qui est là comme élément visuel, puis YouTube appartient à Google, c'est un peu lié. Donc, c'est ça. Très rapidement, la place de Wikipédia dans le web, puis je cède la parole à mes collègues qui vont vous en dire plus. Merci, c'était très, c'était très riche et très clair. Alors, Catherine, oui. c'est à votre tour. Oui. Je vais poursuivre en vous parlant un petit peu on fait comme vraiment le tour du propriétaire. Donc, vous parlez un petit peu de la fondation Wikimedia, donc comment ça fonctionne, toute la structure là, derrière Wikipédia et tous les autres projets frères. Puis j'aimerais ça aussi vous parler vous donner quelques statistiques sur le Québec sur Wikipédia francophone et également la littérature québécoise sur la Wikipédia francophone. Donc, j'ai été chercher des petites données pour mettre la table ensuite pour Jérémy qui va nous parler plus de la structure, de la manière dont on fait des règles de gouvernance à l'intérieur de Wikipédia. J'espère que je ne me tromperai pas de... C'est bon. OK. Donc, la Fondation Wikimedia, moi, je fais partie du conseil d'administration de Wikimedia Canada. Mais la Fondation, c'est la méga structure qui chapeaute tous les chapitres puis tous les groupes d'utilisateurs dans le monde. Et sa mission, c'est de donner au monde l'envie et les moyens de rassembler et de développer des ressources éducatives, je dirais même des savoirs libres, sous licence libre ou dans le domaine public pour être diffusés dans le monde entier. Donc, c'est une méga structure. Vous allez au Canada, on a Wikimedia Canada. C'est un chapitre. Il faut bien savoir que les chapitres, on n'a pas pour mission de voir au contenu. On n'a pas à mettre la main ou avoir un droit de regard sur le contenu de Wikipédia. C'est vraiment, on est là pour donner les moyens pour que des groupes d'utilisateurs puissent mettre en place des projets. Je poursuis avec les projets. Alors, vous voyez ici tous les logos des différents projets. Il y a 11 projets publics Wikimedia. Nous, on parle aujourd'hui de Wikipédia, mais bien sûr, Wikimedia Commons est un petit peu, je pense, assez connu. Wikidata aussi, Wiktionnaire, Wikisource. Je vous dirais que... en fait, c'est ça. Puis dans les projets bibliothéconomiques, comme moi, je viens du milieu de la bibliothéconomie, des sciences de l'information, ceux en gras, c'est vraiment ceux qu'on va plus connaître puis mettre de l'avant.
Rapidement, ben, Wikidata, c'est vraiment une base de connaissances de données structurées. Et c'est outre Wikipédia dont on parle aujourd'hui, à mon sens, Wikidata, c'est vraiment, si on veut pousser la littérature, les romans québécois, c'est vraiment un espace qu'il va falloir aller occuper. Donc, on va aller décrire des objets. Un objet étant, par exemple, un livre québécois, puis on va aller mettre des données structurées dans chacune des pages Wikidata. Ces données-là sont reprises ensuite par les grands moteurs de recherche, comme disait Christian. Donc, pour exister sur le web, c'est vraiment une place où il faut être. La Wikipédia francophone, donc Wikipédia, se divise en plusieurs espaces littéraires, linguistiques, dont le français. Donc, on a 2 472 000 articles sur la Wikipédia francophone. Donc, c'est vraiment pour les francophones, pour les francophiles, par et pour les francophones et les francophiles. Je vais passer un petit peu plus vite pour les contributeurs actifs qui contribuent à la Wikipédia francophone. Donc, vous voyez en bas la France. Donc, la France est vraiment la grande contributrice des pages. On a le Canada qui arrive en deuxième lieu quand même, ce qui est pas si pire. Donc, en fait, c'est 60% des contributeurs qui viennent de la France. Puis, on sait qu'en général, quand on est français ou qu'on soit québécois ou suisse, on va avoir tendance à écrire sur des sujets qui nous touchent, qui nous ressemblent. Donc, bien évidemment, ça fait en sorte que sur la Wikipédia francophone, ben, les sujets sont majoritairement français. Ici, je suis allée chercher des statistiques. Vous avez à droite les 10 plus grands pays francophones, en tout petit, là, désolé, on ne voit pas super bien. Le Québec arrive sur la tarte, là, sur l'ensemble des 2 millions de pages dans la Wikipédia francophone. Le Québec arrive à 1% du nombre de pages, tous sujets confondus. Donc, on voit quand même que ce n'est pas énorme. Par contre, si on va voir du côté de la littérature, là, j'ai été chercher ces statistiques-là sur Wikidata avec des requêtes Wikidata. Pour les mêmes pays francophones, je suis allée chercher des auteurs seulement, donc pas des œuvres, donc bien des auteurs écrits en français dans les différents pays. Puis, ce qui est super intéressant ici, c'est que le Québec et le Canada francophone, parce que j'ai inclus les œuvres francophones hors Québec, on arrive quand même comme au 7e rang, là, en gros, là, si on regarde à droite. Donc, sur les 16 000 pages qui portent sur des auteurs seulement, on a 0,68% de pages qui portent sur des auteurs québécois. Ce qui est, à mon sens, plutôt bien. Franchement, depuis j'ai l'impression, moi, que depuis 5 ans, 2016, il y a une explosion qui s'est faite au point de vue du nombre de pages portant sur le Québec. Je vais passer vite là-dessus parce que je pense que j'ai déjà passé à travers mon 5 minutes, puis on va revenir plus tard sur des questions un petit peu plus salées de légitimité. Je vais passer la parole à Jérémy. Tout le monde m'entend bien, oui. Je vais me lever aussi comme Christian, ça va être un peu plus facile pour moi d'aller voir. Donc, concernant Wikipédia, si vous commencez à vous intéresser à Wikipédia, si vous êtes là aujourd'hui, j'imagine que c'est le cas. Il faut savoir que Wikipédia a été fondée, en fait, la colonne vertébrale de Wikipédia repose sur 5 principes fondateurs, c'est pour ça qu'on appelle ça les 5 piliers de Wikipédia, qui sont vraiment la colonne vertébrale. Et après, vous avez des règles et des recommandations. Il y a une centaine de règles, des recommandations. Mais les 5 piliers fondateurs sont là pour assurer, en fait, le bon fonctionnement de l'encyclopédie. Donc, premier principe fondateur, encyclopédie en ligne. Il faut oublier que Wikipédia est un projet encyclopédique. Et donc, ce que n'est pas Wikipédia, c'est pas un site pour faire de la propagande, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas un site pour faire de la promotion, c'est pas un site pour publier des travaux inédits, on va le revoir après. C'est vraiment un projet encyclopédique qui a pour but de parler du savoir notable vis-à-vis de l'humanité, enfin voilà, tout ce qui se produit. Deuxième principe fondateur, la neutralité de point de vue, c'est extrêmement majeur. Si vous commencez à écrire dans Wikipédia, il faut respecter la neutralité de point de vue, vous n'êtes pas là pour aller donner votre avis. Et ça, vous pouvez même vous faire bloquer si vous ne respectez pas ça, vous pouvez avoir un avertissement, mais voilà, la neutralité de point de vue, c'est vraiment majeur. Troisième principe fondateur, le contenu libre. Donc évidemment, Wikipédia étant une encyclopédie libre, ça veut dire qu'elle est partagée en licence CC BY SA, en français Creative Commons, donc c'est un commun numérique. Hein. BY, ça veut dire qu'il faut citer les gens qui écrivent dans l'encyclopédie si vous la reprenez. Donc typiquement les auteurs et autrices d'un article. SA, ça veut dire que c'est share alike, donc partage dans les mêmes conditions. Vous pouvez réutiliser Wikipédia, mais il faut partager vos contenus repris dans Wikipédia dans les mêmes
mêmes conditions. Donc, il faut que ce soit aussi en share alike, en CC by SA 3.0. Vous ne pouvez pas ne pas citer les auteurs, ne pas vous l'approprier. Ça reste dans l'esprit de Wikipédia de pouvoir le partager librement. Quatrième principe fondateur, évidemment, vu que c'est une encyclopédie, un projet encyclopédique, où tout le monde à laquelle tout le monde peut participer, il faut faire preuve de civisme. Sur tous les sujets controversés, il peut y avoir des guerres d'édition, des gens qui ne sont pas d'accord. Wikipédia est basé sur le consensus. On va discuter, il y a une page de discussion, on va aller échanger, savoir si telle source secondaire est pertinente ou pas. Mais il faut toujours faire preuve de civisme. Encore là, si vous ne respectez pas ça, vous pouvez vous faire dégager. Donc le respect. Dernier principe fondateur, il n'y a pas de règles immuables. En dehors de ces 5 principes fondateurs-là, les règles peuvent être modifiées. Pas forcément pas d'un seul coup, mais il y a encore une fois des discussions, mais les règles peuvent évoluer au fur et à mesure. Okay. Donc, Wikipédia fonctionne sur des sources, bien sûr. Souvent, c'est critiqué. Wikipédia, les gens ne connaissent pas bien Wikipédia, mais Wikipédia est très à cheval sur les sources. Donc, pourquoi on cite ces sources? Pourquoi il faut bien le faire? Parce que c'est la colonne vertébrale de Wikipédia. On doit citer parce que, bien sûr, on contribue à la fiabilité des informations présentes dans l'encyclopédie. Et bien sûr, il faut respecter le principe fondateur de neutralité de point de vue. Plus vous allez utiliser des sources secondaires et des sources de qualité, plus vous allez vous écarter du piège de la neutralité de point de vue, okay, ou de la non-neutralité, pardon. Il faut justifier sa crédibilité, bien sûr. Vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un qui ne cite pas des sources pertinentes, sinon n'importe qui peut dire ce qu'il veut. Et puis, il faut aider le lecteur et la lectrice à retrouver l'information d'origine, éventuellement la compléter. Si vous citez quelque chose et que la source est bonne, mais que vous n'avez pas bien cité, on ne peut pas aller savoir dans quelle monographie, sur quelle page, quel alinéa ou quel article scientifique dans telle revue ou tel volume. Donc c'est pour ça qu'il faut bien le faire. Qu'est-ce qu'une source de qualité est fiable? Les petits, ce que vous voyez en haut à droite, wp2.cvs, dans Wikipédia, dans le moteur de recherche, ça marche beaucoup avec des raccourcis, vous gagnez du temps. Si vous allez dans le moteur de recherche de Wikipédia, vous tapez wp pour Wikipédia, .cvs, citez vos sources, et vous allez tomber sur un article qui détaille beaucoup plus tout ce que je suis en train de dire là. Je vais vraiment à la surface là. Donc ça, c'est un raccourci. Dans Wikipédia, la priorité est donnée aux sources secondaires. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser les sources primaires, mais les sources primaires, c'est juste pour des choses factuelles. Vous ne pouvez pas interpréter des faits qui n'ont pas encore été débattus, analysés, qui n'ont pas été publiés dans une revue comité de lecture, par exemple, pour des sciences, pour des monographies. Tant qu'une œuvre n'a pas été analysée, c'est une source primaire. La seule fois où vous pouvez utiliser les sources primaires, c'est juste pour décrire une œuvre factuellement, mais ne pas l'interpréter. Mais toujours des sources secondaires. On va voir après rapidement ce que c'est. La qualité d'une source repose sur, bien sûr, le ou les auteurs, l'œuvre, le ou les éditeurs, tout ceci dépendamment du contexte, de plusieurs critères. Là, c'est non exhaustif, on s'entend. Donc la diffusion, quel est le tirage du volume? On s'entend qu'une monographie qui a été tirée à 500 exemplaires n'est pas pareil qu'un volume qui a été tiré à 10 000, 15 000. Malheureusement, c'est quand même un critère. Quel type de lectoral est la source? Dans quelle institution la source est-elle présente? Bien sûr, important. Je dis ça parce qu'en sciences naturelles, on voit des revues scientifiques depuis pas mal de temps chinoises qui sont un peu obscures, donc voilà, c'est important l'institution. La présence d'un comité de lecture, évidemment, si c'est une revue scientifique, même en littérature, la réputation, la date. Il faut savoir qu'une source secondaire, plus elle vieillit, plus elle devient une source primaire. Parce que on rentre dans l'histoire, donc plus une source primaire est vieille, une source secondaire est vieille, plus elle devient une source primaire, on ne peut plus l'utiliser parce qu'il y a d'autres sources secondaires plus récentes qui ont été. Voilà. La qualité de la langue et la façon de citer ces sources elles-mêmes, bien sûr. Quelques rappels sur les sources, donc là encore un raccourci, wp2.vérifiabilité. Alors, des informations exceptionnelles, bien sûr, nécessitent des sources d'une qualité exceptionnelle. Si vous commencez à dire que la Terre est plate, il va falloir méchamment le prouver avec une source exceptionnelle. On s'entend que ce n'est pas le cas, j'exagère un peu le trait, mais vous comprenez un peu la chose. Là, plus vous avancez des choses, plus il va falloir trouver des sources secondaires vraiment de très très fortes et très puissantes pour aller soutenir ce que vous dites. Attention, la vérifiabilité n'est pas la vérité. Donc vous allez pouvoir trouver une source qui est vérifiable, on peut aller voir ce qui est dit, mais ce n'est pas forcément la vérité, parce qu'il peut y avoir des débats, un non-consensus dans le domaine. Donc il faut respecter de ce point de vue, de cette façon-là, la neutralité de point de vue. Et une information ne peut être mentionnée que si les lecteurs, je me répète, peuvent la vérifier, parce que c'est important de dire ça. Par exemple, si elle a déjà été publiée par une source ou une référence de qualité.
Donc, d'où l'importance de se baser sur des sources de qualité. Dernière slide, dernière diapo. Donc, quelques exemples et contre-exemples de sources secondaires. Il y en a beaucoup, je n'ai pas tout mis, mais c'est quelques exemples. Si vous, encore une fois, source SPS ici, source de qualité, source secondaire de qualité. Par exemple, sur Nelligan, Pascal Brissette, si vous êtes sur l'article Wikipédia, c'est une référence. Donc, j'ai repris ce qui est cité dans Wikipédia, voilà, chez Fides. Un procès Nelligan dans la revue Séquence, c'est une source de qualité. Encore une fois, ça vient de l'article Wikipédia qui est d'ailleurs de qualité. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est un article de qualité. On va en reparler après, éventuellement. Article de journaux de revue, donc sur l'affaire Nelligan dans Le Devoir, un magazine, Le Devoir peut être une source secondaire. On peut voir après, il y a différents niveaux de qualité de source secondaire, mais c'est une source secondaire. Fondation Unelgrou, des conférences. La Fondation Unelgrou, pour laquelle j'ai travaillé, donnait des conférences avec un spécialiste de Gabriel Roy qui est venu parler de Gabriel Roy. C'est une conférence, donc ça peut être utilisé. Blog personnel très peu connu. Bon, désolé pour la personne, mais Paul Wieziski, c'est un site internet de quelqu'un qui est passionné de Nelligan, mais c'est pas de qualité. Il y a quand même des sources, mais c'est pas reconnu, donc évitez ça. Sources secondaires devenues obsolètes, des thèses, des essais, traités hautes, publications anciennes, encyclopédies, dictionnaires anciens. Ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça devient des sources primaires. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été publiées depuis. Un article, un livre qui a 150 ans. C'est plus une source primaire qu'on peut utiliser parce qu'il y a des gens qui vont écrire là-dessus et l'interpréter au fur et à mesure. Donc voilà, donc ça ne peut pas être utilisé non plus. Donc c'était une source secondaire quand ça a été publié, mais ça ne l'est plus depuis parce que l'histoire a fait son œuvre et voilà. Donc le fil du temps se déroule. Et voilà, c'est pour moi. Frédéric, tu voulais compléter la présentation? Ça va vraiment pas être long, je vais compléter très rapidement. Juste un tout petit mot sur le projet Créer du lien. Depuis 2 ans, on travaille Rhizome avec plusieurs partenaires pour augmenter la découvrabilité de la littérature québécoise sur les plateformes Wikimedia. Donc, on a beaucoup travaillé pour ce qui est en fait des écrivains et leurs œuvres sur les plateformes Wikipédia, Wikimedia Commons et Wikidata. Donc, ça, c'est ce qu'on a effectué. On a eu 4 volets là-dedans. Il y avait le volet 1 avec 500 articles en français, donc un article égale un auteur. On a passé au travers ce corpus-là de bonifier, de créer des articles. Le deuxième volet, ça a lieu maintenant. Donc, si vous descendez au 2e étage, les tapis rouges, on a un tapis rouge, on prend en photo les auteurs, les gens du milieu du livre, pour que ce soit des photos libres de droit. Sur Wikimedia Commons, il y a le volet 3, Wikidata, où on a repris la base de données de l'UNEC, on l'a nettoyée et on téléverse l'équivalent de près de 2000 auteurs, en fait des données d'auteurs et de 28 000 œuvres. Puis, le dernier volet, qui est complété aussi, on a créé un plugin qui est une passerelle API qui permet de faire un pont entre les données Wikimedia et un site web. Donc, au lieu de mettre à jour 200 pages d'artistes sur notre site web, mais avec ce plugin-là, ça se met, en fait, c'est connecté sur les plateformes Wikimedia. Donc, ça se met à jour en quasi temps réel. C'est ça. Peut-être quelques mots pour dire ce que c'est Rhizome Littérature Vivante. Bien sûr. Donc, les productions Rhizome, ça existe depuis plus de 20 ans. On est producteur de spectacles en art littéraire, mais on s'intéresse aussi énormément. En fait, on se pose beaucoup de questions sur la place du numérique dans la littérature. Ça fait depuis près de au moins 15 ans qu'on participe à plusieurs forums et qu'on se pose des questions autant dans la recherche que dans la création. D'ailleurs, je réalise que je ne me suis même pas présentée. Mon nom est Marie-Lise Hamelin. Moi, je suis directrice littéraire aux productions Somme Toute, puis je suis aussi autrice, mais je suis surtout là parce que je capote sur Wikipédia. J'étais wikipédiste avant de me joindre au projet Créer du lien à ses tout débuts. On a fait beaucoup de mises à jour de pages d'auteurs. Et bon, personnellement, je crois beaucoup, vous l'avez compris, à Wikipédia, mais je pense que si on veut clarifier quelque chose en partant pour bien mener la discussion, Catherine, Wikipédia a souvent eu mauvaise réputation là, au niveau académique. En regard de tout ce qu'on a dit là, et tout ce qu'on va dire, est-ce que l'encyclopédie Wikipédia, c'est une source d'information fiable? Question à
200 000 Oui, c'est la question classique. Bien, souvent, ce qu'on va répondre à ce moment-là, c'est on va plutôt dire que Wikipédia, c'est une source vérifiable plutôt qu'une source fiable. Étant donné ces règles de gouvernance, ces critères, ces règles pour ajouter des informations dans Wikipédia, comme Jérémy le disait, il faut que chaque information puisse être appuyée par une source secondaire de qualité. Donc, l'idée, c'est d'abord et avant tout de pouvoir aller vérifier dans les sources si ce qui est écrit sur la page Wikipédia, ça tient la route. Puis, il faut que cette source-là, effectivement, ça a beau être noté, là, mais il faut qu'elle soit accessible au commun des mortels. Pas seulement, bon, si c'est en numérique, tout va bien, mais si c'est une source de littérature difficile à trouver, bon, ça va faire partie des débats, justement, des wiki-débats à l'intérieur de Wikipédia, dans la communauté, parce qu'il faut savoir que Wikipédia, c'est pas juste des pages, là, des articles. Ce qu'on voit, c'est la pointe de l'iceberg. Wikipédia et Wikimedia, c'est une immense communauté de personnes avec une structure de gouvernance. C'est une forme de démocratie, là, de plus en plus étudiée d'ailleurs dans les Wikipedian Studies. C'est une forme de démocratie participative. C'est une manière de gérer le bien commun. Là, je m'égare un peu pour dire, est-ce que c'est fiable, Wikipédia? Bien, ça a été prouvé que il faut savoir que c'est en mouvement, constamment. Donc, une page, hier, ressemblait à ça, puis le lendemain, il y a quelqu'un qui est allé effacer la moitié de la page. Mais c'est une technologie wiki. Tout ce qui est fait sur Wikipédia, tout est enregistré. On peut revenir en arrière, on a l'historique des pages, on voit tout ce qui se fait. Par ailleurs, on va... qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu mon idée. Sur la vérifiabilité des sources. C'est ça, je voulais aussi toucher un petit mot sur le règlement des conflits, parce que c'est sûr qu'il y a toutes sortes de gens sur Wikipédia. Dans la Wikipédia francophone, je vais revenir à cet aspect-là. Il faut bien savoir, pour revenir au Québec, que on est une petite partie de la Wikipédia francophone et on est face à une hégémonie hexagonale sur Wikipédia, une hégémonie anglo-saxonne en général sur Wikipédia. Et on doit justifier, nous, les Québécois, très, très, très souvent, l'utilisation de termes, ne serait-ce que linguistiques. Donc, nous, on connaît bien cette histoire-là de la guerre, de la guerre Wikipédia entre le palais, la POC, la rondelle. Bien, c'est sûr que, oui, ça a fait toute une histoire sur Wikipédia entre les Français et les Québécois, parce que nous, les Québécois, on disait, bien, c'est notre sport national, on est reconnu, je veux dire, ça a marqué notre histoire, le Québec, puis on ne peut même pas avoir un article qui s'appelle « Rondelle ». Tu sais, POC, OK, c'est beau, mais rondelle? Non, les Français voulaient que ce soit palais. Puis finalement, ça a duré des mois et des mois, des discussions internes à Wikipédia, là, vraiment des gens, puis des votes, là, parce qu'il y a des administrateurs qui permettent de lancer des votes à l'intérieur de Wikipédia. Puis finalement, le consensus, ça a été, on va l'appeler palais, l'article, mais tout de suite dans la première phrase, on va dire le palais ou la rondelle au Canada français. Puis encore une fois, Canada, Québec, c'est d'autres guerres, ça, sur Wikipédia. Hein. Et même, si je ne me trompe pas, au niveau littéraire, il y a une discussion quant à l'emploi du terme écrivaine, autrice. Écrivain, écrivaine, ça, c'est vraiment ça fait consensus. Mais auteur, autrice, oui, auteur, voilà, c'est quasi impossible. On se fait systématiquement corriger. Auteur, à la limite, ça passe, mais autrice, il y a vraiment un blackout. C'est impossible d'écrire ça dans Wikipédia, ou en tout cas, c'est très difficile. Peut-être autre chose à clarifier, Jérémy, Frédéric, est-ce que tout le monde peut contribuer à Wikipédia? Est-ce que, par exemple, un écrivain ou une écrivaine pourrait créer sa propre page Wikipédia? Si tu veux démarrer, puis tu vas me compléter. Oui. Non. Neutralité de point de vue, principe fondateur super important. Parce que forcément, quand on parle de nous-mêmes, l'objectivité est probablement moins là. Il ne faut jamais oublier, Wikipédia n'est pas un CV. C'est un article avec un ton encyclopédique. C'est pas là non plus pour faire de la promotion. Oui, ça aide à la découvrabilité, mais il faut les faire dans les règles de l'art. Mais par contre, l'autre question, oui, tout le monde peut devenir contributeur. Ça, oui, c'est accessible. Il y a plein d'outils pour les débutants, des ateliers. Il y a plein d'organismes qui donnent des ateliers. Donc oui, c'est accessible.
Oui, je mettrais un tout petit bémol quand même. Mais je commence à le faire de temps en temps, même si bien sûr je suis pas en train de faire peur aux gens comme quoi, hein. Mais il faut quand même avoir ou apprendre les notions de, comme je l'ai dit, savoir citer des sources, savoir où les trouver, et respecter certaines règles. Donc oui, tout le monde peut contribuer, moyennant le fait de respecter et de comprendre un minimum comment on écrit, comment on cite. Voilà, donc tout le monde peut contribuer dans les faits, ça c'est dans même le principe fondateur de Wikipédia, mais voilà, c'est pas à la portée de tout le monde parfois, donc il faut un petit bémol. Voilà. Puis je dirais qu'avec le droit d'éditer vient le droit d'être surveillé sur Wikipédia. Exactement. Quand on crée, ben, on s'expose. Ce qu'on écrit va probablement être supprimé, puis on va peut-être avoir un bandeau qui va dire cet article, mais ne cite pas suffisamment ses sources. Puis on va dire, ah, c'est pas Ouais. vrai. Non, un petit détail. Oui, vas-y. En fait, j'allais demander, est-ce que contribuer veut forcément dire rédiger un article? C'est ça que j'allais dire. Tu m'as. Je te passe le palais sur la Non, palette. exactement, Ouais. exactement. Merci pour la rondelle. Non, en fait, il y a des gens dans Wikipédia qui veulent pas rédiger et qui. Faut savoir qu'il y a beaucoup de gens dans Wikipédia et malheureusement, encore une fois, et je vais insister sur beaucoup de femmes malheureusement qui ont le syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice. Et donc, il y a beaucoup de gens qui osent pas rédiger et qui pourraient malheureusement, qui se rendent pas compte, mais qui vont aller corriger des fautes d'orthographe ou des virgules ou rajouter des. Et c'est aussi une contribution, c'est majeur pour Wikipédia. Donc au début, ça peut être aussi juste aller relire des textes et corriger des petites choses. Et si on ne peut pas se lancer tout de suite dans un article, sachant qu'il y a un espace brouillon, on peut en parler après. Mais voilà, tout le monde peut contribuer. Puis si les gens n'osent pas tout de suite se mettre dans le gros texte, on peut corriger des fautes d'orthographe ou relire des syntaxes. Ajouter des sources, Exactement, ajouter des sources. c'est ajouter une des contribution catégories, majeure. intégrer des portails, mettre des liens internes. Il y a vraiment plusieurs façons Il y a vraiment de beaucoup de contribuer. choses où on peut contribuer. Et il y a toutes sortes de ressources, Catherine, en ligne, là, justement, avec BANQ. On peut aller fouiller dans Eureka, qu'est-ce qu'il y a? Pas repère, On j'ai peut un blanc. trouver des sources de qualité. Des sources de qualité, Oui, effectivement, érudits. érudits, voyons, c'est ce que je cherchais. La source à C'est ça. utiliser. Mais bien sûr, si on peut trouver des dictionnaires, en général, on va partir de dictionnaires ou d'encyclopédies le plus possible quand on va vouloir écrire sur Wikipédia. Donc, si on peut trouver des encyclopédies en ligne ou papier, mais c'est sûr que BANQ est une source. Je veux dire, le catalogue de BANQ, c'est la base, là, si tu veux bien sourcer. C'est la là. Mecque. Oui, oui. J'ai une question pour Christian. Je ne sais pas si ça a du bon sens, mais bon, là, on est en train d'établir que Wiki, c'est quand même un incontournable pour comprendre le monde. On a vu qu'il n'y a pas tant d'articles sur le Québec en français. Puis sur la littérature encore moins, je dirais. Est-ce qu'il y a un retard du monde de l'édition québécois quant au numérique plus largement, puis à Wikipédia en particulier? C'est Et pourquoi? quand même une question piège. Aujourd'hui, je ne veux pas me faire Sentez-vous bien à l'aise? pas me faire lancer des tomates. Est-ce qu'il y a un retard? Je n'ai même pas le goût de répondre à cette question-là. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a de la place pour faire plus? La réponse est oui. Voyons-le comme ça. À la question est-ce que la place, on doit la prendre dans Wikipédia, dans Wikidata, auquel je crois beaucoup dans les autres projets, ou il faut la prendre en numérique en général? J'ai le goût de dire toutes ces réponses. La place, on l'a vu tantôt, Wikipédia, Wikidata a une influence super importante sur la découvrabilité à travers les moteurs de recherche. La découvrabilité, c'est plus que les moteurs de recherche. Il y a plein d'autres actions qu'on peut prendre. Moi, je pense qu'il faut réfléchir ces choses-là en cohérence. Se dire, si je prépare des données pour mon site web, peut-être que je pourrais les mettre à la disposition de la communauté aussi pour les déposer dans, évidemment, pas le faire moi-même pour pas aller à l'encontre du principe de neutralité, mais neutralité, c'est bon? OK, c'est bon. Mais donc, tu sais, de le voir comme un tout et de se rappeler que dans le web, premièrement, il y a, même si l'écosystème Wikimedia, c'est un endroit génial pour déposer de l'information. On maîtrise aussi nos sites web qui peuvent être des sources d'information. Après, pas nécessairement des sources au sens de citer des articles, là, mais que les moteurs de recherche vont lire. Que Google n'a pas les mêmes principes que Wikipédia dans la création de ses index. Et donc, Google a horreur du vide. Des fois, on dit la nature a horreur du vide. Et Google, s'il ne trouve pas en quelque part, il va le chercher ailleurs, sur d'autres sites, puis ainsi de suite. Et lui, il n'a pas les outils pour
gérer la qualité pour... Ben, oui, ils se dotent d'outils pour le faire, mais c'est des robots, hein, c'est pas des humains. Donc, ben, pour moi, l'idée, c'est d'essayer d'agencer tout ça, d'essayer d'être présent dans les écosystèmes wiki. Si on ne l'est pas, ben, d'avoir un site web super bien fait pour que Google prenne l'information chez nous plutôt que en quelque part qu'on ne maîtrise pas. Fait que pour moi, c'est un peu ça la recette de cocktail qu'on doit faire en numérique. Et parmi ce cocktail, il y a le projet Créer du lien qu'on a vu un petit peu en fin de présentation, mais qui est quand même énorme, là, qui fait beaucoup jaser. Je me promène, puis l'année passée, déjà dans les salons du livre. D'ailleurs, le tapis rouge, c'est pas nouveau, là, c'est pas la première fois. C'était ça, dans le fond, l'idée à la base de Créer du lien, c'est de pallier à cette quasi, à l'époque, absence. En fait, exactement, des c'est ça, parce littéraires. que en 2019, il y avait un groupe de réflexion, une communauté de pratique qui s'est penchée. Puis là, il y avait une vingtaine de partenaires, plusieurs maisons d'édition, des chercheurs, des libraires. Il y avait des auteurs aussi, des revues. Bref, plusieurs personnes du milieu du livre. Puis, on s'est dit, bon, il y a plusieurs chantiers qui sont nés de ce groupe de réflexion-là, dont le chantier sur la découvrabilité. On s'est rendu compte qu'on avait un retard, que dans le milieu du cinéma, la Cinémathèque québécoise avait fait vraiment énormément avancer, dans les arts de la scène aussi, avec le CQT. Il se passait énormément de choses. Le Musée national des beaux-arts du Québec aussi avait plusieurs initiatives. Donc, on s'est dit, là, c'est le moment de bouger. Donc, c'est vraiment ça qui nous avait poussé à aller mettre en place tout ce projet-là. Là. Ouais. Et comment vous avez établi la liste, parce que vous travaillez, Oui. j'en faisais partie, on travaillait avec une liste d'autrices et d'auteurs dont la page était déjà existante et peut-être qui avait besoin d'être mise à jour ou carrément il n'y avait rien. Là. Donc, comment vous Exactement. avez établi... Là, c'est sûr, il faut comprendre que c'était pas un projet exhaustif, c'est un projet pilote. On était en partenariat avec quelques maisons d'édition, du Noroît, Alto, Planète Rebelle, La Quadrature, Rhizome. Puis, on a vraiment triangulé l'ensemble des catalogues de tous ces partenaires-là. Donc, ça donnait près de 800 auteurs, autrices. Et on a regardé les critères d'admissibilité, les critères de notoriété, quelque chose qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, mais qui est vraiment majeur. Donc, quand il y a les sources, mais il y a aussi des critères de notoriété. Donc, on a regardé dans ces auteurs-là qui avaient publié au moins 2 livres chez un éditeur reconnu et qui avaient au moins 2 articles ou en tout cas 2 sources secondaires fiables, centrées dans des médias nationaux. Ça, c'est le critère là, d'admissibilité pour un auteur. Des critères de notoriété, là, il y en a une panoplie selon le sujet donné. OK? Donc, c'est ce qu'on a fait et c'est comme ça qu'on a constitué notre corpus de 500 auteurs-autrices. Est-ce que ça a été difficile de trouver les sources, justement, pour ces auteurs-là qui sont parfois peu connus, là? Ça a été un gros défi, oui. Il y en a beaucoup là-dedans. Je dirais que 80% du corpus, il n'y avait pas tant de défis que ça. Parce que il faut savoir que sur les 500 auteurs, plus de 60% avaient déjà un article sur Wikipédia, ce qui nous aidait beaucoup. Donc, tu sais, les critères d'admissibilité étaient déjà c'était déjà là, en tout cas en principe. Mais c'était plus peut-être les auteurs, autrices de la relève, où que là, il a fallu qu'on soit persévérant pour aller chercher. Mais on ne se le cachera pas, là, dans nos 500 articles, il y en a quelques-uns, mais vraiment une petite poignée qui sont en danger parce qu'on a forcé un peu la note, mais on le savait très bien qu'on jouait le jeu, là. Ouais. Je vais me permettre de préciser que les règles, ce dont parle Frédéric, les règles d'admissibilité des articles, c'est à l'échelle de l'espace francophone. Donc, la Wikipédia francophone a ses règles, la Wikipédia espagnole a ses règles. Donc, nous, on est assujettis aux règles de toute la francophonie. Fait que, bien sûr, ça fait en sorte que, là, je vais prendre un exemple, ça fait longtemps que c'est réglé, ce problème-là, mais Le Devoir a déjà été une source qui était remise en question par les Français parce que pour eux,
ben, le devoir, c'était pas une source quotidien, secondaire de qualité. Tu sais. Ben, c'est sûr que là, il a fallu qu'on... Non, mais ça fait longtemps, là, c'est réglé, mais c'est pour vous donner une idée que quand on est une culture minoritaire à l'intérieur d'un grand groupe, comme c'est le cas pour nous au Québec, par rapport à la France, par rapport à la francophonie, ben, il faut toujours légitimer notre présence, puis sur des sujets aussi, par exemple, une page sur une ville, une petite ville au Saguenay, ben, je me souviens d'avoir participé au débat d'admissibilité de cette page-là, ou c'était peut-être pour le maire, mais le maire, il existait. Le maire était, je veux dire, il y avait des sources qui parlaient de oui, il ce était dans les maire-là. journaux locaux. Il était dans les journaux, tu sais. Mais les Français disaient, mais non, c'est quoi cette municipalité? Donc, c'est souvent ça. Ça s'est beaucoup amélioré dans les dernières années, mais c'est juste pour vous dire que les cultures minoritaires dans Wikipédia ont tendance à être nécessairement écrasées. C'est pas nécessairement négatif parce que on marche avec des règles de notoriété et de légitimité encyclopédique. On est là pour représenter le savoir connu. Alors, c'est quoi le savoir connu? Bien, il est basé sur une institutionnalisation du savoir. Puis, si ce n'est pas le cas, on n'a pas de source. Dans la Wikipédia Atikamekw, donc, qui a été créée, je crois, il y a, mon Dieu, 3-4 ans, Atikamekw, c'est quand même c'est super. On a réussi à créer cet espace-là pour la Wikipédia Atikamekw. Puis ce qui est super intéressant, c'est qu'eux se sont dit, bien, nous, comme source secondaire de qualité, on a des témoignages de nos aînés réputés dans nos communautés. Avec des témoignages oraux, c'est considéré comme une source de qualité. C'est super intéressant, mais ça marche par espace linguistique. Fait que nous, on est pris avec les règles de la communauté francophone. francophone. Exactement. Eux, ils se sont créés leurs propres règles. Ça, je n'étais pas au courant. C'était vraiment intéressant. On parle de culture minoritaire. On parle de critères de notoriété qui peuvent être un frein à l'accès ou à la création. J'ai envie de faire du pouce parce que, en fait, la question s'adresse à toutes et tous. On sait que sur Wikipédia, les hommes sont surreprésentés par rapport aux femmes. C'est un enjeu. Même chose pour les articles concernant les personnes queer. Est-ce que ça explique? Est-ce qu'il y a un lien à faire? Ben, j'ai plein de questions qui me viennent. Là. Comment on peut remédier à ça? Puis est-ce qu'il y a un lien à faire par rapport justement au fait que le Québec est une culture minorisée au sein de Wikipédia? Tu sais, c'est... Dans le fond, être québécois dans le Wikipédia francophone, être femme at large sur toutes les plateformes Wikipédia, queer. Comment on peut lutter contre ce débalancement-là? Puis est-ce que c'est lié au fait que les contributeurs en général sont des hommes? Qu'est-ce qui se passe en gros? Je vous regarde tout le monde, là, tout le monde a une réponse, je suis sûre. Rapidement, oui, il y a cet aspect-là, malheureusement. Wikipédia a été et encore malheureusement vu comme un projet de geek mâle blanc ça a été créé par voilà. Mais c'est en train de changer, je vous dirais quand même. Et pas seulement qu'au Québec. En France, il y a quelques années un mouvement qui a démarré, les 100 pages. Peut-être que vous avez entendu parler de ça. Donc c'est un mouvement de femmes qui veut écrire sur des gens qui auraient leur place, des femmes qui auraient leur place dans Wikipédia et qui n'ont pas encore d'articles. Mais j'aimerais rebondir sur le fait que le Québec est isolé dans la francophonie, mais c'est aussi un avantage, par exemple, pour la Wikimedia Foundation, en tout cas qui est basée en Californie, ils vont donner une certaine priorité aux minorités, en fait. Je vous donne un exemple. J'ai travaillé pour la Fondation Unelgrou qui visait pour un projet qui s'appelait Histoire du Québec et de l'Amérique du Nord francophone. Et quand la Fondation Unelgrou a déposé sa demande de subvention auprès de la Wikimedia Foundation, mais en fait, ça a été accepté aussi parce que la Fondation Unelgrou a montré qu'il n'y avait pas beaucoup, dans le domaine de l'histoire, il n'y avait pas beaucoup d'articles dans Wikipédia qui parlaient de l'histoire du Québec, de l'Amérique francophone en général, donc des Louisianais, pardon. Et donc, ça a été un critère pour la Wikimedia Foundation de dire, eux, sont sous-représentés, on va leur donner de l'argent. Et ce qui a fait en sorte que ça a été la plus grosse subvention au Canada cette année-là, $60,000 US, parce qu'il y avait une sous-représentativité. Donc il y a moyen de faire quelque chose au niveau des femmes, au niveau des communautés autochtones, des communautés sexuellement invisibilisées, donc dans Wikipédia. Donc ça peut être un avantage. Donc c'est difficile, mais il y a moyen. La Wikimedia Foundation est très très sensible par rapport à ça, de donner une visibilité à ces gens-là. Moi, je ferais du pouce sur ce que tu dis, parce que dernièrement, je pense que ça date d'1 an ou peut-être 2 gros maximum, la Wikimedia Foundation a mis sur pied un programme qui s'appelle Alliance. Et ce programme-là est carrément pour les minorités.
toutes les minorités de tout type, que ce soit linguistique, géographique, genré. Donc ça, c'est quand même assez nouveau. Puis, dans leur plan d'action, dans leur rapport, c'est très, très mis de l'avant. Donc, ils sont conscients des fossés qui existent et ils veulent pallier. Bon, ça, c'est très encourageant. Je suis un peu aveuglée par combien de temps il reste, là? Combien? Un quart d'heure. 15 minutes. Oh, mon Dieu, ouais, on est riche. OK, c'est super. Je reviens au projet Créer du lien, donc en lien avec tout ce qu'on vient de dire. Est-ce que dans ce projet-là en particulier, il y avait un objectif précis ou des balises quant à, d'une part, la parité de genre et la représentation de la diversité? Oui, on a fait super attention. Bon, c'est sûr que, tu sais, les critères de notoriété, on pouvait pas passer à côté de ça. Puis on avait bien sûr, avec la triangulation des catalogues, on avait cette réalité-là. Mais là où quand on sentait qu'il y avait des pages qui auraient pu être un peu plus en danger, puis que c'était des femmes, on a pris ces dangers-là. On a décidé de foncer. Donc ça a été fait. On avait, en fait, j'ai pas nommé ce partenaire-là, mais c'est un partenaire super important. On a travaillé très fort avec Conatonk, le Salon du Livre des Premières Nations. Ça a été un partenariat très précieux. Les écrivaines autochtones, on s'est assuré qu'il y avait une visibilité importante au sein du projet et de la diversité, pardon, d'avoir des auteurs, autrices provenant de partout. Ça, c'était super important. C'était quand même assez limité là-dessus, nos actions, mais dans les ateliers aussi, on essayait le plus possible d'aller chercher la parité ou d'avoir en tout cas de la diversité. C'était un souci constant. Et ça, quand tu dis les ateliers, c'est des ateliers en personne ou sur Internet de formation pour rendre accessible justement la pratique de Wikipédia. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres éventuellement? Oui, surveiller nos médias sociaux des productions Rhizome. On va faire d'autres ateliers. On s'est rendu compte que c'était un besoin assez important. Jusqu'à présent, on en a donné, je pense, près de 15. Puis c'est en croissance, il y a des gens qui nous écrivent pour qu'on en donne. Donc, c'est vraiment hyper agréable. L'idée, c'est de donner des ateliers citoyens. C'est vraiment dans cette optique-là de donner tous les outils nécessaires pour qu'une personne devienne contributrice. Parfait. Au niveau des retombées, est-ce qu'il y a des retours de la communauté? Est-ce qu'il y a des plaintes? Et aussi, est-ce qu'à ce jour, il y a des pages en danger qui ont des bandeaux? Question triple. On a des retours. Là, il faut savoir, j'ai encore vraiment beaucoup le nez collé au projet. J'ai pas de recul, étant donné que je suis encore les 2 pieds dedans. Donc, je pourrais pas dire ça avec beaucoup d'objectivité. Il me manque un petit peu de neutralité de point de vue. Mais oui, jusqu'à présent, les retombées sont vraiment même plus grandes que ce qu'on s'attendait. Ça, c'est clair. Et oui, il y a eu des gens qui n'étaient pas contents, ça, c'est sûr. Mais c'était très minoritaire, très, très rare. On a eu une personne qui nous a demandé de retirer son nom du corpus parce qu'elle ne voulait pas du tout qu'on fasse un article sur elle. Et c'est dans ses droits. Il y a des articles, ceux d'ailleurs, on s'attendait à ça, on savait qu'on jouait avec le feu. Ils ont eu des bandeaux comme quoi que... oui, c'est ça. Donc, mais c'est vraiment minoritaire. Je dirais que c'est même pas 1% de notre corpus. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est un bandeau? Oui, ben oui, c'est vrai. Allez-y, c'est juste... Oui, c'est vraiment un bandeau. En fait, dans Wikipédia, on peut mettre des bandeaux sur des articles quand il y a des problèmes. C'est pour ça que c'est un peu un jargon de wikipédiste. Si vous ne connaissez pas, parfois, vous allez voir des pages où il y a un bandeau tout en haut qui indique que, par exemple, cet article-là ne cite pas assez ses sources ou qu'il y a, par exemple, un problème de neutralité de point de vue. Ou, je ne sais pas, il fait l'objet d'une... autobiographie. Oui, voilà, exactement, autobiographie. Donc, quand vous voyez des bandeaux, c'est les gens qui les posent. N'importe qui peut suggérer un bandeau. Après, il y a des bandeaux plus difficiles à mettre que d'autres. Là, il faut justifier aussi pourquoi on met un bandeau. Donc, on l'explique. Mais voilà, ces bandeaux, c'est ça. On peut aussi les enlever. Oui, on peut aussi les enlever parce qu'il y en a qui sont là de façon non légitime.
Christine. Ben oui, justement, il y a une page, parce que j'ai regardé la liste des pages qui étaient justement soumises à l'admissibilité là, sur le bord d'être supprimées dans le portail Québec, le projet Québec. Il y avait une page, notamment, je suis allée voir juste les auteurs, mais il y avait une auteure que je connaissais pas, c'est Mélina Bernier, qui vient du bas du fleuve. Puis donc, elle a le bandeau sur sa page disant article dont il faut vérifier. Le projet, Ah, ben, c'est je de me suis notre dit- faute. Parce que je t'ai vu dans l'historique, j'ai vu que tu avais fait des modifications. Là, j'ai vu, ben c'est ça, je ne sais pas qui a mis le bandeau, mais j'ai regardé les sources, j'ai regardé l'article, puis je me disais, moi, je l'enlèverais le bandeau. Je ne l'ai pas fait, là, mais je me disais, tu sais, non, les sources que je vois là me semblent être de qualité, de mon point de vue, puis tu sais, je serais prête à le défendre. Fait que je me disais, tu sais, je pourrais enlever le bandeau, puis là, probablement, peut-être que quelqu'un le remettrait, là, puis là, bon, c'est un jeu de. Puis là, après ça, on irait dans la page discussion, parce que pour chaque article, il y a une page discussion. C'est là qu'on va aller discuter justement des points plus problématiques sur un article. Oui, ça fait partie des plaisirs de Wikipédia, là. Il y a des aspects de zèle aussi, là, des fois. Là, on peut dire ça comme ça. Bon, là, j'ai plein de questions pour laquelle je prends. Une peut-être pas évidente. OK, je vais y aller pareil. Allons-y, on est là pour ça. Le Québec étant une petite société, le milieu littéraire québécois d'autant plus aussi, ou en tout cas à l'échelle. Comment Bon, on a parlé de la neutralité, du point de vue encyclopédique, tout ça. Comment on navigue avec la part d'ombre de certains artistes? Il y a des faits qui doivent être nommés, notamment si on fait la page d'écrivaines et d'écrivains qui ont, je sais pas moi, eu des démêlés avec la justice, tout ça. Est-ce qu'il faut faire une omission? Comment on en parle? Je regarde Jérémy, là. Bah, on revient toujours Wikipédia, ça parle des faits notables. Et donc, du moment qu'il y a eu des articles dans les journaux ou dans des revues, enfin surtout les journaux en l'occurrence, ça va être ça là. Donc c'est un peu, désolé pour l'anglicisme, c'est un peu tricky là, c'est un peu compliqué parce que s'il y a eu un jugement, surtout, et que ça fait l'objet d'articles dans des journaux, ben oui, on peut en parler, logiquement, parce que ça fait partie de... Voilà. Après, c'est sûr qu'on ne va pas parler on va pas créer une section s'il n'y a pas eu de jugement et que c'est juste, pour l'instant, des suppositions de culpabilité. C'est sûr que ça ne va pas rester là longtemps si quelqu'un fait ça. Là. Parce que je rappelle quand même qu'il y a la présomption d'innocence dans les démocraties, donc ça non. Mais sinon, s'il y a eu des sources secondaires fiables sur cette affaire-là, ben oui, il va y avoir une section sur telle personne a eu des problèmes avec la justice, oui, évidemment. Puis à la limite, c'est une responsabilité super importante d'être prudent là-dessus parce que, comme je disais tantôt, si Wikipédia est le troisième site qui apparaît le plus souvent dans Google, souvent dans des premières places, souvent qui va contenir des petits textes de bio, ben une erreur là-dessus ou une vérité, là, mais tu sais, l'impact va être propagé. C'est pas comme si c'est une information qui va être à un seul endroit, c'est une information qui va être reprise ailleurs. Puis là, une erreur sur un sujet controversé, c'est touché, mais même chose sur les dates de naissance, les informations factuelles. Là, une petite erreur maintenant, là, ben, Siri va penser qu'un tel est déjà décédé. Tu sais, il y a des fois des articles des gens qui On voit ça sont tout le faussement temps. décédés, là, mais écoute, quand ça se propage, là, ça va être... Mais c'est intéressant, ça, Christian, parce que c'est à double tranchant. Ta présentation parlait beaucoup de l'importance d'y être et de la découvrabilité, mais on ne contrôle pas ce qu'il y a dans le contenu. Donc, toi, tu dirais de toute façon, il faut y être. Ben, c'est un peu comme quand je disais la nature a horreur du vide, puis Google a horreur du vide. Moi, j'aime mieux essayer d'y être par toutes sortes de façons, avec l'information de meilleure qualité possible, que de laisser le hasard agir. Après, c'est super difficile. Je ne sais pas s'il y a probablement des éditeurs dans la salle là, qui, eux, réfléchissent en se disant « Ouais, mais si je veux aider mes auteurs à être plus découvrables, concrètement, je n'ai pas le droit de créer des pages. Mes auteurs ne peuvent pas créer des pages. Je fais comment? » Fait que c'est un médium très difficile à actionner. Puis il faut être réaliste. On a parlé des débats. Puis tout ça. Moi, j'ai fait un projet. Je travaillais super fort pour domper plein de données sur Wikidata. Puis là, la communauté me bloque, ils ne veulent pas me donner mon compte de robot, puis ça fait 1 an qu'on argumente. Puis c'est extrêmement frustrant. Il faut être réaliste. Il faut le Mais en nommer, même ça. temps, c'est extrêmement puissant. C'est un peu comme comment on dit ça? Si c'était facile, on l'aurait. Si ça existe, on l'aurait. Mais là, c'est quelque chose qui est très, très puissant, qui a un gros impact, qui donne beaucoup de visibilité, mais en même temps, la barre est haute.
c'est correct. Et, c'est parce que la barre est haute que la qualité est élevée, et c'est parce que la qualité est élevée qu'il y a beaucoup de visibilité. Exact. Et donc, moi, en tout cas, moi, le pari que je fais, c'est de dire qu'il faut jouer le jeu, au sens positif, là, pas essayer de déjouer, mais vraiment de jouer le jeu, en se disant que, comme je disais tantôt, c'est pas la seule action qu'il faut faire. L'erreur, ce serait de dire, je mets tous mes œufs dans le même panier en essayant d'apparaître, d'avoir une page pour mes auteurs dans Wikipédia. Non, c'est une initiative parmi d'autres, parmi un bon site web, parmi une présence dans les médias sociaux, parmi ainsi de suite. Je parlais d'un cocktail tantôt, c'est le cocktail. Tout à fait. Je ferais du pouce sur ce que Christian a dit. Je trouve ça super important. Tu as dit, s'il y a des éditeurs, des auteurs dans la salle, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, on ne peut pas écrire sur notre maison d'édition. Moi, ce que je réponds dans ce temps-là, c'est une communauté. Hein? Jumelez-vous, faites un partenariat avec quelqu'un d'autre. On a fait avec l'UNEC ce qu'on appelle un Wikimatch. On a jumelé 2 auteurs ensemble, on a fait des pairs. Et là, ces auteurs-là travaillaient l'un sur l'autre. Pourquoi ça ne se ferait pas dans le milieu de l'édition? Pourquoi ça ne se ferait pas dans d'autres milieux? Je pense que c'est une façon qui respecte l'esprit de la plateforme, puis qui, en plus, ça permet d'aller vers l'autre. C'est sûr qu'il y a quand même une notion j'imagine, de compétition, mais il y a aussi quand même beaucoup d'amitié dans le milieu littéraire. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi, ce que tu me racontais, c'est que tu avais pairé les auteurs et autrices qui ne se connaissaient pas nécessairement. Ça force à aller faire beaucoup de recherches, à se documenter. Mais c'est intéressant. Est-ce que tu voudrais pas matcher les éditeurs? Moi, je suis très bonne pour matcher, fait que vous avez juste à me... Je vous offre mes services sans problème. Est-ce que je peux me rebondir un petit peu parce que tu posais la question quand une page est controversée, quand l'actualité suscite la controverse. Bon, c'est sûr que tu vas aller voir la page Wikipédia de la personne. Tout de suite, tu vas voir que la veille, la moitié de sa page a été supprimée. Le lendemain, il y a quelqu'un qui l'a remis. C'est assez fascinant à voir. Mais ce que je voulais ajouter là-dessus, c'est un élément que je n'ai pas eu le temps de dire tantôt quand on parlait de fiabilité. Là. Puis là, j'ai dit non, ben, c'est la vérifiabilité qui compte. Il y a quand même quelque chose d'assez intéressant. Il y a un livre qui a été écrit peut-être 5 ans à peu près. Ça s'appelle Wikipédia, objets scientifiques non identifiés. Et il y a un chapitre, il y a une étude qui a été faite, là, c'est un des chapitres du livre, qui vient prouver que sur Wikipédia, plus un article plus il y a de contributeurs différents à un même article, plus l'article est de qualité. Donc, le plus de gens s'intéressent à un sujet, débattent, modifient, enlèvent, reprennent, corrigent, le plus la page va être fidèle à la réalité. Puis ça, je trouve ça super intéressant de le mentionner parce que c'est vraiment la force de la communauté. C'est pas juste un idéal. Wikipédia, ça fonctionne en pratique, pas en théorie. Parce que si on avait voulu faire le pari de ça quand ça a commencé en 2000, on aurait dit, ben voyons donc, voyons une encyclopédie écrite par les masses. Ben c'est ça qui est en train de se passer. Malgré tout, c'est pas parfait, là, c'est en mouvance tout le temps, mais c'est un projet. Ça tend vers un projet encyclopédique. C'est ça qui est intéressant avec Wikipédia. C'est important de le nommer que c'est l'an dernier, je pense, que ça a célébré ses 20 ans, puis on ne l'a pas dit. Est-ce que 20 années de plus encore? Est-ce qu'on peut imaginer un monde sans Wikipédia ou d'après vous, c'est là pour rester? Moi, je pense que c'est là pour rester. En plus, ils ont de plus en plus, parce que Wikipédia, on l'a oublié de le dire, là, mais vit sur la subvention en grande partie des gens qui donnent de l'argent. Donc, c'est vraiment par l'argent public, là, entre guillemets. Là. Et même s'il y a quand même Google qui, de façon désintéressée, donne de l'argent à la Wikimedia Foundation, mais il n'y a vraiment aucune influence sur ce qui se produit dans... mais c'est beaucoup les gens qui donnent de l'argent. Même si vous ne contribuez pas, vous pouvez donner de l'argent à Wikipédia. Mais je pense qu'ils ont passé la barre des 100 millions, si je ne m'abuse, récemment, en tout cas, le budget, 100 millions de dollars. Je crois plus que ça. Je pense que récemment, ils ont passé... alors qu'il y a encore quelques années, c'était 92 millions en tout cas. Mais tout ça pour dire que... Pardon, tout ça pour dire que oui, je pense que ça va pour rester. Puis c'est pour ça que je vous encourage à ouvrir un compte dans Wikipédia. Plus de gens vont participer, même si c'est pas grand, pas beaucoup dans la francophonie, plus ça va améliorer les choses. J'aimerais juste rajouter un petit point sur qui contribue ou qui en fait ne contribue pas, mais indirectement peut contribuer. S'il y a des chercheurs dans la salle,
Je veux dire, les sources secondaires, plus il y aura d'écrits sur des gens, sur des Ou articles, de journalistes. plus de journalistes, exactement, journalistes, chercheurs, plus on pourra alimenter des articles avec des sources secondaires fiables. Donc, souvent, c'est décrié dans le milieu de la recherche. Wikipédia, c'est de moins en moins, comme il y a des gens qui, comme moi je l'ai vu, des gens qui commencent à comprendre que c'est important et que c'est pas un truc à négliger. Mais plus il y aura des liens entre le milieu de la recherche ou des journalistes, plus on pourra alimenter des articles, des sources secondaires de qualité. Donc, il ne faut plus que le milieu de la recherche ou les journalistes voient Wikipédia de façon, c'est Wikipédia. Non, non, quand on met les mains dedans, on se rend compte que c'est costaud. Puis sur la question du nombre de personnes qui écrivent, oui, c'est ce qui est dit dans le livre. Par contre, je vous prends un exemple. J'ai écrit l'article pour la Fondation Nelgrouz sur l'épidémie de variole en 1885 à Montréal. Il a été revérifié par d'autres personnes, mais je suis à 90% contributeur de l'article. Mais avant de le mettre en ligne, il y a des gens spécialisés qui l'ont relu et qui m'ont dit « Oh, c'est bon, tu peux le mettre en ligne. » là. Donc, mais bon, j'ai mis du temps par contre. J'ai mis 3 mois à l'écrire en passant beaucoup de temps dessus et ça a été beaucoup de travail. Et c'est voilà. probablement ça de long de source. Il est très long. Oui, exactement. Exactement. Il y a à peu près 80 sources secondaires. Parce que c'est l'idée, c'est de sourcer tout ce qu'on avance. Et puis, si on ne le fait pas, on va avoir un bandeau. Est-ce que, avant qu'on passe aux questions du public, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas touché que vous aimeriez vraiment? Est-ce qu'on peut vivre sans Wikipédia? Ouais. Oui, c'est sûr qu'on peut vivre sans Wikipédia. Même si c'est difficile d'imaginer un monde sans Wikipédia aujourd'hui. Là. Mais oui, moi, ce que je voulais peut-être mentionner, c'est l'importance de connaître, quand on voit comment l'information est produite, puis tout l'aspect éditorial derrière Wikipédia, c'est prouver ça aussi que, mettons, un jeune qui apprend à contribuer à Wikipédia, puis qui voit tout ce qui se passe en dessous, puis ce qui mijote, puis bon, on voit la production de l'information. Bien, on est mieux armé à faire face aux fausses nouvelles. On est mieux armé à comprendre comment une fausse information peut faire son chemin puis être répétée. Puis avec les algorithmes en plus, là, je pense à Christian, imagine si une date est reprise ad vitam aeternam, mais c'est la même chose avec une fausse information sur quelqu'un ou sur les vaccins, peu importe. Mais ouais, c'est sans Wikipédia puis sans cette communauté-là active, je pense que notre monde serait peut-être un petit peu plus en danger, notre démocratie serait peut-être un petit peu plus en danger. J'ose dire ça comme ça, là, mais... Super conclusion. Bien, merci à toutes et à tous. Est-ce qu'on a des questions du public avant de terminer cette belle journée? Wow! Oui, ici. Oui, bonjour, j'ai une question. Je ne veux pas péter la bulle, mais c'est un petit peu plus commercial comme question. Peut-être un peu pour Rhizome, là, pour le choix. Donc, effectivement, Wikipédia pour la visibilité, la découvrabilité. Je suis 100% d'accord, puis à fond dans le truc. Donc, c'est important d'être présent. Mais je me demandais, mettons, il y a une page d'auteur, etc. Je veux en savoir plus. Comment je fais pour avoir accès à ces œuvres? Donc, quel est le lien, en fait, c'est ça ma question, entre la présence et l'accès, d'où l'angle un peu commercial de mon affaire? Est-ce que le deuxième lien, ça va être les leaks? Est-ce que je vais avoir une petite photo de ces œuvres? Est-ce que Wikipédia est linké? Excusez l'anglicisme. Est-ce qu'il y a un lien qui existe entre la visibilité, mais l'accès? Oui, je vois très bien de quoi tu parles. Dans les pages, comment on l'a monté, puis dans le fond, on se fiait aussi beaucoup là, à la convention, les Canva, comment on fait une biographie. Puis on s'assurait, mais ça c'était comme une section que les wikipédistes trouvaient ça long et chiant à faire, mais c'est hyper important, c'était les œuvres. Donc, d'avoir les œuvres monographies. Hein, on s'entend, là, pas toutes les publications en revue. Donc, ces aspects-là, c'est si tu t'intéresses, par exemple, à Maude Veilleux, tu veux savoir quelles œuvres elle a faites, ben, dans sa page Wikipédia, sous la rubrique œuvres, il va avoir l'ensemble de ses œuvres. On pourrait aller tellement plus loin. On pourrait aller dans Wikidata, rentrer les œuvres des auteurs. On pourrait vraiment aller... En fait, moi, c'est cette piste-là que je vois le plus, le Wikidata. On le fait pas mal avec le partenariat avec l'UNIC. Mais, tu sais, c'est sûr que
c'est assez limité, là. Tu sais, on ne peut pas mettre un lien pour aller acheter le livre. Tu sais. C'est juste comme la source. On voit, dans le fond, ben, la personne va pouvoir repérer. Donc, tu sais, c'est vraiment la repérabilité. Avec l'ISBN. Avec l'ISBN, oui, on suit le modèle. Bon, tu sais, ça, c'est encore du charabia de Wikipédiste, là, mais il y a des modèles. Puis il y a un modèle ouvrage, donc ça aide parce que les moteurs de recherche savent que c'est vraiment un ouvrage qu'on est en train de... On n'est pas en train de parler là, de légumes ou de fruits, c'est vraiment une œuvre. Donc, ça, c'est cette façon-là. Mais on ne peut pas mettre un lien direct, par exemple, pour aller acheter un livre. Il n'y a pas de liens commerciaux. J'ai pas de liens commerciaux. Parce que c'est pas permis par la plateforme. Par contre, les auteurs, les autrices qui ont un site web personnel, dans la rubrique liens externes, on le met systématiquement et également dans Wikidata. Donc ça aide aussi à la découvrabilité. Même chose pour les maisons d'édition. Je pense que dans les liens externes, il peut y avoir le site de la maison d'édition. Bien sûr, dans l'infobox sur la droite, en dessous, ce que vous voyez souvent sur un article, sur le côté à droite, il y a une infobox, qu'on appelle une infobox. Il va y avoir une photo ou un logo, puis en dessous, il y a un site internet, voilà, puis on va mettre le... Bonjour, je voudrais savoir si Wikipédia voudra toujours une insertion de données manuelle ou bien si un moissonnage de données est envisagé. Par exemple, pour le milieu de l'édition québécoise, y aurait-il un moissonnage de données auprès du dépôt légal de Bibliothèque et Archives nationales du Québec? Y aura-t-il du moissonnage de données avec les données ouvertes des différents ministères de la culture, des ressources naturelles, de la justice, etc. Ou bien on sera à l'insertion unique décidée par une personne unique avec son libre arbitre. Voilà, merci. Oui, c'est une très, très bonne question. Dans Wikipédia, je pense que non, parce qu'on ne peut pas aller... Wikipédia ne permet pas d'aller dire j'ai moissonné plein d'informations à gauche puis à droite, puis je vais l'insérer dans un article Wikipédia, mais Wikidata, par contre, oui, puis c'est vers là qu'il faut aller absolument. À BANQ, il y a déjà un projet d'insertion des identifiants uniques des créateurs. C'est un numéro universel là, qui, mettons, je ne sais pas moi, Frédéric Dubé, tu as un numéro comme créatrice. Bien, ce numéro-là va être versé de manière automatique dans Wikidata. Mais c'est un projet, là, je peux pas, je ne le connais pas assez bien pour aller dans les détails, mais c'est effectivement de prendre les données normalisées des bibliothèques, notamment les bibliothèques nationales, puis d'aller verser ces informations-là dans les objets Wikidata. Ça fait en sorte ensuite que je ne sais pas moi, Frédéric Dubé va être facilement moissonnable sur toutes sortes de sites. Ça peut être des sites commerciaux, mais justement, ça va être sur Google dans les résultats de recherche. Puis effectivement, il faudrait que ce soit de manière automatisée. On ne peut pas juste aller à la main rajouter les numéros dans Wikidata. C'est ce qu'on appelle des API, je pense. Là. Donc, il faut développer des API pour faire le lien entre, mettons, la base de données centrale de BANQ vers Wikidata. J'aimerais réagir quand même là-dessus. Oui, ben oui, vas-y, c'est ton domaine. Parce que c'est le projet dont je parlais tantôt. Moi j'en ai développé un truc qui utilise les API de Wikidata pour déposer. Il lit des fichiers Onyx. Là, les gens qui connaissent plus la chaîne du livre, là, les métadonnées en Onyx, c'est super connu. Puis il serait capable de tout automatiser. Là, je veux dire, on feederait. Mais au moment de faire approuver le compte, parce qu'il faut comprendre que dans Wikidata, faire un dépôt à la main, donc entrer une donnée, tout le monde peut le faire. Faire des dépôts en lot, c'est-à-dire une fois envoyer un lot de données, presque tout le monde peut le faire avec différents outils. Si on veut un robot qui est capable de déposer en temps réel des données, il faut le faire approuver. Donc, il y a un processus qui n'est pas... c'est pas comme un formulaire à remplir, c'est un peu au cas par cas. Puis dans le cas de mon projet à moi, puis je pense qu'il y a eu un autre projet de BANQ précédemment qui a été dans la même situation, la communauté dit pas tant. Tu sais, ça ne nous intéresse pas tant les données de livres. Il y a déjà beaucoup de données sur Wikidata, on ne le sent pas. Fait qu'il y a eu des mois et des mois d'échanges sur ces projets-là qui sont toujours en cul-de-sac. Fait que ça c'est un exemple concret où la technique le permettrait,
parce que les données du livre sont super structurées. C'est l'industrie culturelle qui a les données les mieux structurées. Il y a des identifiants uniques, il y a tout ça. Mais la communauté, en tout cas la communauté wikidatiste, je ne sais pas si on le dit comme ça. C'est Wikidata ou Wikimedia qui. C'était Wikidata. C'est vraiment data. C'est vraiment les robots Wikidata. Moi, je ne jette pas la serviette là-dessus, là, mais c'est long, c'est pénible. Mais C'est un sujet qu'on peut parler en conseil d'administration Wikimedia Canada. Oui, c'est bon, ça. Mais je me demandais, Catherine, en lien à la question, les GLAM, est-ce que ça peut aider, par exemple? Tu sais, je pense, par exemple, à des musées français qui ont décidé de mettre... mais ça, c'est pas dans Wikipédia. Qu'est-ce que c'est un GLAM, En fait, donc? les GLAM, justement pour tout le monde ici, là, c'est pas très beau, hein? GLAM, c'est l'ensemble c'est en anglais, Galleries, Libraries, Archives et Museums, donc les GLAMS. C'est l'ensemble de ces institutions-là qui sont dans le domaine culturel, qui se sont rassemblées pour faire des projets. En général, c'est des projets Wikipédia. Donc, c'est ça. BANQ a beaucoup participé justement à ce genre de projet-là. Mais là, on est vraiment dans Wikipédia. On n'est pas dans les données, on est vraiment... Sauf qu'en même temps, ça fait que c'est plus juste individuel, c'est que c'est des institutions qui décident de mettre leurs connaissances au bien. Donc, non, ça ne se fait pas de façon manuelle, mais au moins, c'est une institution qui, ça ne repose pas sur un citoyen par citoyen. Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Mais donc, à terme, malgré ce que je disais tantôt, là, il faut travailler et tout ça, mais pour répondre à la question, la réponse est oui, c'est possible dans les écosystèmes de données. Mais peut-être que Commons aussi, il suffirait d'avoir, évidemment, les médias libres de droit, là, mais oui, ça se peut. Techniquement, ça se peut. Après, il y a toutes sortes d'autres critères en plus de la technique pour y arriver. Mais moi, je pense que oui, dans le futur, il y a une grande partie des données où ce serait niaiseux que tout le monde ait retapé des données factuelles, là, des chiffres, des dates, des montants, des noms. Non, gardons l'énergie humaine pour écrire des super bons articles avec des bonnes sources. Ou des poèmes. Aussi. Bon, j'étais dans le périmètre. Idéalement. Mais il y a Wikipoetry, n'était pas dans le cercle. Mais oui, c'est ça. Je pense qu'on avait une dernière question. Oui. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, l'assistance. Merci pour cet éclairage sur l'activité de Wikipédia. Bon, moi, je suis d'origine africaine, française. Je suis venu pour le salon. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de choses que je ne pensais pas imaginer à Montréal, donc bravo aux organisateurs. Moi, par rapport aux chiffres que vous annoncez sur la visibilité de Wikipédia, vous avez dit troisième plateforme de consultation. J'aimerais savoir quelle est la répartition par rapport aux tranches d'âge, parce que moi j'ai des enfants, ils ne me parlent jamais de Wikipédia. Alors est-ce que c'est un truc de vieux, de trentenaire, quadra? C'est intéressant. Parce que l'avenir, c'est quand même les jeunes, et si les jeunes ne regardent pas Wikipédia et ne s'inspirent pas des informations, c'est un peu dommage. Et deuxième question, c'est dans l'époque où on vit, où il y a vraiment une guerre informationnelle très importante de la part d'États totalitaires, et je ne veux pas les nommer, on sait qu'il existe des groupes d'hackers qui infiltrent Twitter, Facebook et tellement de réseaux sociaux. Alors comment faites-vous pour lutter contre ces personnes qui en permanence déstabilisent, envoient des informations? Parce que si moi je cherche une information aujourd'hui, que le lendemain elle est manipulée, que le surlendemain c'est encore autre chose, la fiabilité m'est très douteuse. Alors est-ce qu'il y a une brigade secrète d'agents secrets qui continue à lutter contre les fake news et autres infiltrations malsaines qui je ne dis pas que ça enlève la crédibilité. Il y a des garde-fous. C'est un combat permanent, c'est épuisant. Oui. Comment faites-vous? Il y a des garde-fous sur Wikipédia, puis évidemment, c'est pas parfait, là. On imagine bien la quantité de textes qu'il y a sur Wikipédia. Le vandalisme, on appelle ça du vandalisme, là, c'est constant. Mais il y a des surveillances de pages, par contre. En période électorale, je vais prendre le Québec, en période électorale, tout de suite, il y a un certain nombre de pages qui vont être surveillées par des robots, pas nécessairement par des humains. Il y a des surveillants humains. J'oublie leur nom, mais il y a des surveillants humains. Des patrouilleurs. Des patrouilleurs, voilà. Et il y a des bots, il y a les robots qui vont aller simplement vérifier est-ce que tout à coup, il y a un gros nombre d'octets qui vient d'être ajouté à la page.
par exemple. OK, c'est des programmations de robots comme ça. Il y a un robot qui s'appelle Salbot, sa seule fonction, c'est d'aller vérifier s'il y a des mots orduriers qui viennent d'apparaître comme ça sur des pages Wikipédia. Puis bon, ben, Donald Trump, je pense que sa page doit tout le temps être sous surveillance. Fait que les sujets controversés vont être... il y a des humains, c'est un mélange d'humains et de robots qui font comme un petit garde-fou, mais bon, Wikipédia étant ce qu'il est, il y aura toujours Il y a du vandalisme. le système des grands contributeurs, ou quand une page est cadenassée ou semi-cadenassée. C'est vrai, il y a des Ça, c'est un autre garde-fou parce que, ben, je sais pas. Vas-y donc, Frédéric. Oui? Je ne connais pas tant que ça les pages cadenassées, mais c'est vrai que quand il y a trop de vandalisme sur une page, ou alors qu'une page est sujette à une guerre d'édition trop intense, trop incendiaire, on va bloquer la page pendant un certain temps pour que les esprits se calment un petit peu. Fait que le palais là, puis la rondelle, là, je pense que la page avait été bloquée. Mais la page de Donald Trump, ça peut être un exemple. Et puis à ce moment-là, ben, si c'est cadenassé, c'est ce qu'on appelle les grands contributeurs qui vont pouvoir seulement interagir sur la page. Et pour devenir un grand ou une grande contributeuriste, il faut avoir fait, je ne sais plus combien de modifications. Là, à partir de 500 déjà, modifications, on a accès à d'autres choses. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais quand beaucoup. vous démarrez, vous avez pendant quelques jours, c'est fait exprès, hein, vous n'avez pas accès à tout. Puis plus vous allez contribuer et montrer patte blanche, sans y aller pour aller mettre pipi caca, tout ça, là, parce qu'il y en a qui font ça, hein, ben là vous allez avoir accès à des choses qui vont se débloquer. Donc l'encyclopédie, depuis le temps, bien sûr, étant un projet encyclopédique écrit par des êtres humains, et donc il y a des dérives, mais je vais me faire l'avocat de Wikipédia, là, ça fonctionne très très bien. On l'a dit, il y a des robots qui fonctionnent super rapidement. Je vous donne un exemple. Quand Valérie Plante a été réélue, on peut s'abonner à des articles. En fait, si vous mettez la petite étoile, puis vous allez, dès qu'il y a une modification, vous allez recevoir un courriel où vous allez avoir une notification dans Wikipédia. Et il se trouve que quelqu'un venait de faire une modification. J'ai eu un message comme d'autres gens qui sont abonnés. Quelqu'un a mis des gros mots rapidement. Mais c'est resté 1 minute. Le robot a vu ça. Au bout d'1 minute, c'était effacé. Là. Donc il y a le robot, on l'a dit. Il y a les patrouilleurs, des gens qui vont aller vérifier des choses. Donc ça reste, oui, sur des pages qui sont sur des pages qui sont pas très connues et qui concernent pas quelque chose qui est très on va dire surveillé. Il se peut que des informations restent quelques jours, c'est déjà arrivé quelques semaines, mais parce que c'était pas très surveillé. Mais sinon, dans la grande majorité des cas, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, si vous créez des comptes Wikipédia, je vous invite à des pages que vous aimez, à vous abonner, à surveiller ce qui a été fait. Vous allez tout de suite voir ce qui a été modifié et voire même enlever vous-même ce qui a été fait de façon... si le robot ne l'a pas vu. Voilà, quoi. Pour répondre, par exemple, à la première question des jeunes, oui, pardon. Je pense, puis vous pourrez me corriger, mais je pense qu'ils n'ont pas conscience, parce qu'en faisant de la recherche, tout ça, c'est souvent comme la première réponse qui va sortir, le moteur de réponse, mais ils ne prennent pas nécessairement conscience que ça vient de là. Parce que, tu sais, en fait, je fais juste exemple, ma fille qui a 9 ans, elle va me dire Google m'a dit ça, tu sais, mais comme on voit, OK, oui, mais c'était Wikipédia que ça venait de là, tu sais. Mais c'est ça. Mais je pense que après un certain âge, en tout cas, je sais que en 5e, 6e année, déjà, ils font des petites recherches et les enseignantes sensibilisent déjà. Fait que je sais pas, j'aurais pas tendance à dire que c'est plus pour les vieux. Je pense que c'est vraiment multigénérationnel. Mais c'est juste que peut-être que les jeunes n'ont pas conscience que ça vient de là. Et pour répondre très directement sur le chiffre que j'ai donné de 3e place, c'est vraiment... Notre méthodologie ne permet pas de savoir si les jeunes sont plus ou moins exposés, parce qu'en fait, on simulait un usager anonyme qui fait une requête sur Google. Donc, on observait simplement le placement sur Google. Donc, si vous faisiez référence à ces données-là, elles ne sont pas segmentées par groupe d'âge. Juste compléter rapidement. Quand j'étais à la Fondation Nago, on a donné des cours. En fait, il y a des profs de cégep qui nous ont demandé d'aller inclure dans le cours une petite formation, une petite introduction à Wikipédia. Donc moi, je pense que c'est aussi le rôle des institutions et établissements, mais aussi même du gouvernement, de commencer à inclure peut-être une petite formation à Wikipédia et à comment citer des sources, parce que c'est important pour même la vie d'adulte. Donc j'ai envie de dire...
ça vient de venir de plus haut aussi pour éduquer les jeunes, dès le cégep ou même l'école secondaire, à ce que c'est une source, ce que c'est Wikipédia vaguement, là, sans trop, je sais qu'ils sont surchargés dans les curriculums, là, mais bon. Mais il y a une responsabilité étatique et des institutions à l'enseignement, je pense. Et c'est ce qui met fin à notre activité. Mais merci beaucoup pour votre écoute attentive. Très appréciée. Peut-être on peut préciser, si des gens veulent créer un compte, vous pouvez aller sur Wikipédia, mais j'ai créé un tutoriel en ligne, en vidéo, sur YouTube justement, avec la Fondation Nelgrou en 3 épisodes de 20 minutes, en tout 1h30. Vous tapez tutoriel, Wikipédia, Fondation Nelgrou. Vous allez le trouver dans YouTube, là il dure. Je fais pas ma publicité. Hein, j'ai mis beaucoup d'efforts là-dedans et c'était payé par le gouvernement du Québec, donc vous allez le trouver en ligne. Tutoriel, Wikipédia, Fondation Nelgrou, vous allez le trouver.